bonjour à tous. Je vais essayer de donner un peu le point de vue des éditeurs, comment on a un peu aussi vécu cette situation. Donc, Efficient, c'est un éditeur qui est plutôt spécialisé en physique, mathématiques, même si on a quand même aussi des revues médicales dans le catalogue. Donc, rapidement, donc pour nous, pour les éditeurs, et bon, Madame Letellier l'a bien rappelé, ce qui est évident, c'est qu'il y avait une nécessité de mettre en accès libre les publications scientifiques pour que tout le monde puisse y accéder, pour que tout le monde puisse travailler plus vite. Mais ça a aussi démontré l'importance d'avoir une science qui soit certes ouverte, mais également transparente et validée. Voilà. Donc, rapidement, par exemple, devant l'urgence de la situation, donc Mme Le Piquet en a parlé, les éditeurs ont mis en accès libre les publications scientifiques Covid ou même l'ensemble de leurs publications en disant les chercheurs ils restent chez eux, il faut qu'ils puissent avoir accès aux données. Après, la question qui se pose, c'est toujours le modèle économique, tout le monde veut l'open access, mais comment on le finance? Est-ce qu'on le finance en amont? Donc, c'est-à-dire que les auteurs ou leurs institutions payent les frais de publication, la publication est en libre accès, ce qu'on appelle l'Open Access Gold. On a vu, il y a des très bons acteurs, il y a PLOS, par exemple, BMC, mais il y a aussi les éditeurs prédateurs, dont je dirai quelques mots après. Et puis, il y a la publication classique, où il y a un embargo, l'article il est sous abonnement, et c'est là où, effectivement, les préprints ont le rôle d'ouvrir quelque part une fenêtre sur ces publications scientifiques. Face à la crise, en fait, pour les éditeurs, très rapidement, on s'est retrouvé devant un tsunami de publications. Donc, pour vous donner quelques chiffres, donc, à fin juin, il y avait plus de 23 000 articles qui étaient recensés dans Scopus et Word. 70 000 articles sur PMC et bon, a priori, après discussion avec monsieur Mélenchon, on estimerait à 120 000 le nombre d'articles publiés sur le Covid, donc dans des revues, pas uniquement des revues, des préprints. Donc, les publications sur le Covid, ça a été non seulement des publications en médecine, mais également, même en mathématiques. On a des revues de mathématiques, on fait des numéros spéciaux sur de la modélisation. Il y a les revues d'économie, bien sûr, qui parlent des impacts de la crise économique. Il y a les physiciens aussi, en modélisant des flux et des reflux d'épidémies. Donc, tout le monde a voulu contribuer au débat sur la Covid. Et nous, les éditeurs, on avait envie, non pas forcément uniquement pour faire parler de nous, comme j'ai pu le dire, mais également parce qu'il y a des citoyens et qu'on veut participer à la résolution de cette crise. On voulait aller vite, on voulait pouvoir déjà offrir le contenu gratuitement, comme ça a été noté, mais aussi pouvoir aller vite sur la publication. Donc, beaucoup, ça a été un flux d'articles. Et comment, justement, pouvoir accélérer ces publications? Comment faire que le peer review, qui, a priori, normalement, est un peer review qui dure 1, 2, voire 6 mois sur certaines revues, puisse être fait en quelques jours? Comment faire face à ça quand on est éditeur privé, quand on est éditeur de sociétés savantes? Donc, il a fallu réfléchir à des nouveaux processus, faire il y a des pôles de référés qui se sont créés. Ça défile tout seul. Oui, merci de ne pas toucher, s'il vous plaît, les diapositifs. Laissez Agnès Henry pilote de son diapositive. Merci beaucoup. Allez. Donc, du coup, c'était créer des pools de référés dédiés, par exemple. Donc, il y a des revues qui ont contacté des scientifiques en leur demandant de se mettre à disposition du journal pour pouvoir référer en quelques jours, voire en quelques heures, des articles pour pouvoir les publier rapidement et tout un processus de production accélérée. Alors, évidemment, c'est
c'est quelque chose qui s'est fait dans l'urgence parce que tout le monde veut y contribuer, veut que ça réussisse. Mais c'est vrai que sur le long terme, ça a été des investissements importants pour des sociétés savantes, pour des éditeurs, en termes de personnel, en termes de supervision éditoriale, parce qu'il y a des sociétés qui ont aussi produit des vidéos, des postcards, des films d'information, des résumés autour des numéros spéciaux. Donc ça demande beaucoup de travail et puis évidemment des coûts afférents. Alors, le rôle des éditeurs, bon, vous le connaissez, donc je ne vais pas me présenter, c'est effectivement, entre autres, la gestion du peer review. C'est des discussions avec nos comités de rédaction. Est-ce qu'on doit faire de l'évaluation en aveugle, en double aveugle, en open le référé doit être connu ou l'auteur connaît le référé ou pas. Enfin, tout un système qui doit être quelque part réglé au niveau des disciplines, parce que les physiciens ne vont pas avoir la même idée que les médecins, qui n'auront pas les mêmes idées que les mathématiciens, et même au sein d'une communauté, les débats sont riches sur la façon de faire le peer review. Donc nous, on doit animer, on doit proposer des solutions, on doit leur donner des outils pour détecter tous les plagiats, trouver des comités de rédaction, des référés qualifiés, et puis ce qui devient de plus en plus important, c'est de mettre aussi les données donc de la recherche en accès libre, c'est-à-dire vous publiez un article, mais derrière toutes les données, les mesures que vous avez prises, comment faire pour qu'elles soient en accès ouvert. J'essaie de retrouver. Donc, juste pour parler du rôle des éditeurs, c'est vrai qu'ils ont été un peu mis à mal comme les chercheurs, puisqu'il y a eu cette rapidité de publication, ce souhait d'aller vite. Alors, il y a eu des erreurs qui ont été commises, mais au final, a priori, aujourd'hui, il y a eu que 37 rétractations d'articles qui sont référencés, même s'il y a peut-être d'autres articles qui méritent d'être retirés, mais par rapport à la masse d'informations qui ont été traitées dans un délai très court, c'est finalement pas si énorme que ça. Donc je parlais d'un phénomène qui sont les revues prédatrices. Donc depuis quelques années, il y a des acteurs qui se sont mis sur le marché, qui promettent aux chercheurs on va vous publier très vite, et puis on va vous mettre en accès très visible, partant du principe des éditeurs qu'il suffit d'avoir un site web, de publier un PDF, et puis de payer l'auteur, et plus on publie, plus on gagne d'argent. Alors c'est un système très, très, très vicieux, je pourrais dire, puisque ça veut dire qu'il y a des chercheurs qui sont dans le panneau, qui publient ces revues, il n'y a absolument aucune évaluation qui est faite, bien entendu. Donc ça veut dire que du point de vue sociétal, des journalistes et le grand public peut lire des informations absolument pas validées, penser et prendre ça pour comme voilà, les scientifiques l'ont dit, c'est comme ça. Donc c'est un blog, on sait que c'est un blog, il y a des opinions, mais là on se dit c'est une revue, c'est validé, donc c'est vraiment quelque chose qui est dangereux et qui est un système à essayer de combattre absolument. Donc il y a ce problème de trop d'informations. Il y a eu beaucoup d'articles dans les revues prestigieuses, dans des revues académiques un peu moins prestigieuses, mais qui font leur travail sérieusement. Il y a les articles de revues prédatrices, il y a les serveurs de préprix. Et puis il y a l'interprétation et la vitesse de diffusion de l'information. C'est vrai que, quelque part, l'information s'est diffusée tellement rapidement qu'elle a laissé parfois un peu pantois les auteurs d'articles. Je vous donne deux exemples. Le premier, c'est le cas du quelque chose qui s'est passé en vraiment 3 jours. C'est des chercheurs suisses qui ont publié une lettre dans le cas dit qu'il y a des études chinoises qui démontrent qu'il y a beaucoup de cas graves, qu'il y avait également de l'hypertension et du diabète, et que comme ils sont soignés avec de l'ibuprofène, c'est peut-être quelque chose à vérifier. Donc, ils ont bien dit quand même que c'est rien éprouvé, il faut tester, etc. Nous suggérons, etc. Mais le 13 mars, le ministère de la Santé a émis un avertissement, principe de précaution, on peut le comprendre. Après, ça a été repris
par la presse aux États-Unis. Et puis ça a généré un engouement et une crainte anti-profane. Les auteurs ont essayé de réagir à l'interprétation de leurs lettres. Ils ont publié une mise à jour. Et bien entendu, comme souvent dans ces cas-là, c'est pas cette mise à jour qui a été modifiée. Un autre exemple de la rapidité, c'est la caractérisation du virus, plutôt en positif. Des chercheurs de Wuhan ont partagé un préprint sur BioArchive qui caractérisait donc et qui décrivait la structure du SRAS-CoV. Et bon, ce préprint a été très très rapidement repris par les chercheurs du domaine, téléchargé, lu, cité, utilisé. Et finalement a fait l'objet d'un article dans Nature qui compte beaucoup de citations. Donc là, on peut voir aussi un effet positif de ces préprints et de la diffusion de l'information. En fait, ça démontre aussi le danger de l'open access a des gros avantages, ça ouvre à tous, mais les informations se diffusent parfois trop vite. Parfois, le problème, c'est pas forcément que l'information est fausse, ça peut être parce qu'elle est mal interprétée. Ou alors il n'y a pas le contexte qu'il y a. Donc, des études, par exemple, pour les chercheurs, je pense qu'il est important de faire des hypothèses, des idées très rapides. C'est essentiel pour faire avancer. Et on émet des hypothèses dans l'idée aussi que ses collègues vont enchérir, que les études iront plus loin. Et le souci, c'est ce qu'on fait et comment on utilise ces hypothèses qui ont été mises par les chercheurs. Ils ont fait quelques interrogations et se sont rendus compte qu'il y avait beaucoup de chercheurs féminines qui étaient débordées par la gestion du foyer, des enfants, etc. Même si évidemment il y a aussi des hommes qui le font, bien évidemment. Mais ça a eu manifestement un effet sur les soumissions d'articles. Et on se pose la question, et il y a des études qui vont peut-être être lancées par des éditeurs, de savoir si ça ne pourrait pas aller plus loin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on travaille beaucoup aussi au niveau de nos maisons d'édition pour avoir une parité des comités de rédaction, pour avoir... et est-ce qu'à moyen terme, on ne va pas avoir une diminution des femmes capables d'être rédactrices en chef, d'être dans les comités scientifiques? Bon, évidemment, ça reste encore à démontrer et à suivre, mais bon, c'est un effet que je qualifierais d'assez inattendu sur la publication et le confinement. Si vous voulez des informations sur les mécanismes de publication, il y a un blog qui s'appelle The Scholarly Kitchen qui est très bien fait, que je vous conseille d'aller voir, qui donne des informations, donc dans lequel j'ai pris quelques-unes de ces informations. Et puis il y a un article qui est sorti, je crois, hier, sur l'accès.com qui parle des revues prédatrices et du problème que ça pose pour la société. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Agnès Henry. Peut-être juste une question avant de passer la parole à Hervé Monod, une question plus d'information plus technique, parmi toutes les questions qui ont été posées, le lien entre l'open access et les revues prédatrices. Est-ce que vous avez observé un fait de cause à effet entre les deux, c'est-à-dire que l'élargissement d'open access a été une porte ouverte pour les revues prédatrices, où il n'y a pas de corrélation entre les deux? Il y a clairement une corrélation, puisque si vous voulez, dans un mode d'une revue sous abonnement, il y a quand même une construction à faire de tout un mécanisme. Il y a la plateforme, il y a la gestion commerciale des abonnements, il y a construire un lectorat, construire, etc. Alors que là, finalement, ce sont des gens qui se sont dit il suffit d'avoir une plateforme web, de publier un PDF. Donc, et de faire payer en amont. Donc, c'est le principe de l'open access. Il n'y a pas de gestion commerciale, etc. Donc, l'apparition des prédateurs, c'est clairement en même temps que l'open access. C'est un artefact négatif, vraiment, c'est un point négatif de ce qui a apporté l'open access, qui par ailleurs a apporté beaucoup de choses bien positives, évidemment.
Merci. Et une deuxième question avec une réponse brève également. Le fait que les éditeurs, hein, comme vous par exemple, aient mis en accès libre gratuit les articles concernant le Covid-19, est-ce que ça suffit et pourquoi pas avoir mis l'ensemble des publications en accès libre, notamment des publications qui pourraient intéresser les scientifiques dans leur recherche sur le Covid-19, mais qui ne sont pas directement des publications Covid-19. Je pense à tout un champ de recherche autour de la virologie, de l'immunologie, qui sont des données fondamentales, des recherches fondamentales qui pourraient contribuer à mieux comprendre le virus, mais qui étaient pour autant pas complètement mis en accès libre. Du coup, est-ce qu'il n'y a pas eu un effet d'opportunité? C'est la question d'un participant au webinaire. Est-ce qu'il n'y a pas eu un effet d'opportunité de certains éditeurs pour se faire connaître en ne mettant en accès libre que ce qui concerne le Covid-19? Alors, en ce qui concerne le DP Science, nous, on a ouvert tout notre contenu, y compris les articles qui ne concernaient pas le Covid. Donc, on s'est juste demandé qu'on l'ouvrait. Après, je pense qu'il y a aussi une frilosité de certains éditeurs d'ouvrir tout le contenu. Je ne peux pas parler pour le cas de tous mes confrères, hein, voilà. Mais nous, on l'a fait aussi parce que nos chercheurs en physique, en mathématiques, on savait qu'ils seraient chez eux et qu'ils n'auraient pas forcément accès vers leur librairie, leur bibliothèque. Donc, voilà. Après, je pense que si on prend la plus grosse maison d'édition et qui publie plus de médical et de lire, c'était peut-être une problématique commerciale beaucoup plus embêtante que pour une petite maison d'édition que nous sommes, d'ouvrir l'intégralité du coup. Et là, je peux vous parler pour eux. En fait. Très bien.